Bonjour chers auditeurs et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, vous êtes à Leadership en tout genre. Vous savez, Leadership en tout genre a pour mission de soutenir une culture organisationnelle inspirante. On débute une nouvelle série qui s'intitule Faire émerger une organisation fondée sur la complémentarité. On est à la partie 1 et on va parler de l'authenticité du leader. Et vous savez, il y a un facteur invisible qui va déterminer le succès ou l'échec de votre organisation. Hein? Et parfois, ce sont des petites choses. Vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez les habiletés, l'attitude, et des fois, il manque juste un ingrédient. C'est le mot que je cherchais. Et oui. Hein? Et quand je parle d'attitude, c'est cette bonne attitude, cette attitude positive, hein? Cet élan. Vous êtes même possiblement quelqu'un de relationnel. C'est ce qui vous a amené à vous lancer en affaires parce que vous voulez justement répondre à des besoins des gens. Mais il manque des fois un petit ingrédient. Puis, on va l'avouer, là, on a tout un petit ingrédient qui nous manque. C'est pour ça qu'on est appelé à travailler en équipe. Et aujourd'hui, ce que la littérature démontre, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises qui vont affirmer vouloir promouvoir la diversité et l'inclusion, mais ils ne voient pas nécessairement de résultats bénéfiques sur leur organisation, sur leur entreprise. Et c'est là que des fois, ça peut être dérangeant. Hein? Parce que quand on est en affaires, quand on a une organisation, quand on a une mission organisationnelle, que ce soit pour des services ou que ce soit pour des produits. Mais ce qu'on veut, c'est de générer du profit, c'est de s'assurer, par exemple, une retraite ou du moins avoir une contribution sociale, faire travailler des gens, etc. Mettre à profit des autres notre profil entrepreneurial. Et c'est pour ça qu'à Leadership en tout genre, on veut soulever ces éléments-là et je me sers de la littérature justement pour vous communiquer ce qui peut amener votre entreprise à devenir comment dirais-je, une organisation inspirante. C'est ça, c'est le mot. Alors, être inclusif, c'est aller chercher la part de chacun pour que l'ensemble de l'organisation bénéficie de ce que chaque personne peut apporter. OK? Donc, on va aller chercher le meilleur de chacun. Des fois, c'est parce qu'on a une ressource qui n'est pas au bon endroit et ça ne produit pas les résultats qu'on espérait. Mais on veut le garder parce qu'il est loyal, il est fidèle. Cette ressource-là, elle a contribué dans le passé. Et ça demande un défi. Et c'est là que l'intelligence genrée peut nous aider. Hein? C'est un concept qu'on entend de plus en plus, l'intelligence genrée, parce que c'est ce que la science a pu observer sur les différences biologiques qui influencent les comportements, les attitudes et les réactions des hommes et des femmes. Alors, l'intelligence genrée, ça va au-delà des stéréotypes. Les stéréotypes, eux autres, sont d'ordre culturel, reliés à l'éducation, à des choix personnels. Tandis que l'intelligence genrée se préoccupe de ce que la science découvre dans la nature de l'être. C'est très différent. Hein? Vous savez qu'une femme porte une jupe ou une robe, c'est un phénomène culturel. On s'est donné ça comme repère pour distinguer les hommes et les femmes. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des facteurs biologiques qui nous distinguent et qui influencent notre comportement, notre façon de s'exprimer, de communiquer, de se comprendre, d'interagir. C'est de ça que je parle ici, lorsque je parle d'intelligence genrée. Alors, dans une organisation, l'intelligence genrée facilite notre vision parce qu'elle tient compte de l'apport masculin et de l'apport féminin au sein de l'entreprise. La façon d'opérer, la façon de communiquer, la façon d'interagir chez les hommes et chez les femmes, c'est différent. Évidemment, il y a toujours des distinctions. On n'est pas simplement un amas de cellules. Donc, oui, l'éducation, la culture, nos choix, nos préférences, notre tempérament, nos traits de caractère vont colorer notre masculinité, notre féminité. Notre lien, par exemple, avec notre père ou avec notre mère va teinter
notre masculinité ou notre féminité. Si, par exemple, on a été élevé, on était juste des garçons, ou il y avait toutes nos sœurs, on avait juste des sœurs, pas de frères, ou le contraire, juste des frères, pas de sœurs, ça peut influencer ça. Et c'est pour ça que je vous parle de généralité. Et comme le disait Saul de Tarse, examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Donc, l'intelligence genrée contribue à intégrer l'intelligence émotionnelle, parce qu'on ne peut pas se servir de l'intelligence genrée sans intelligence émotionnelle. L'intelligence genrée nous apprend à être émotionnellement intelligent, puis ça va nous amener à démontrer des compétences relationnelles qui vont s'accroître. Alors, c'est un effet domino, l'intelligence genrée. C'est pas simplement un concept de dire qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Ça, c'est l'aspect superficiel. Mais c'est pour ça que l'intelligence genrée peut contribuer au sain développement de votre entreprise. Et ce qui arrive, c'est que même si dans une entreprise, on s'assure que les politiques visent à intégrer l'égalité des genres, et on s'assure que ça soit fait parce que c'est écrit. Ça peut être sur des posters, ça peut être sur des mémos, ça peut être un petit slogan en bas d'un courriel. Et ça se peut que vous le rappeliez ponctuellement, que vous offrez à l'occasion des formations sur la diversité, l'inclusion, l'équité, et que vous vous rendez compte qu'au bout de la ligne, en quoi ça contribue à la productivité, à la rentabilité de mon entreprise. Et certains entrepreneurs, hommes ou femmes, vont se dire, est-ce que c'est de l'investissement de temps, d'énergie, de ressources qui apporte si peu? Alors, à quoi bon mettre de l'énergie là-dedans? Bien, ça dépend toujours sous quel angle on va impliquer cette perspective. Ça dépend toujours comment on le fait et pourquoi on le fait. Parce que, selon Barbara Annis et Keith Maroon, dans leur livre qui s'intitule en anglais Gender Intelligence, ou on pourrait traduire intelligence genrée, eh bien, la réussite d'une organisation réellement inclusive et qui va intégrer les influences féminines et masculines vont reposer sur 5 conditions essentielles. Et quand on a ces 5 repères-là, ou ces 5 conditions essentielles, eh bien, ça nous aide à développer une culture organisationnelle qui est inspirante et qui va avoir un impact sur notre productivité, notre rentabilité. Parce que ces 5 points-là vont nous aider, vont être des repères. Le premier, et c'est celui qu'on va développer davantage aujourd'hui, c'est important que nos organisations soient inspirées par un engagement authentique du leader ou du PDG. Qu'elles soient pilotées par une organisation puissante et influente, qu'elle soit justement, que notre organisation puisse se vivre et être approchée de manière systématique et non comme une initiative unique. Quand on intègre les principes d'intelligence genrée, ce n'est pas simplement une initiative qu'on fait une fois pour toutes, comme on dit en anglais, one-shot deal. Et lorsqu'on intègre les principes d'intelligence genrée dans l'organisation, on doit aborder ces points-là avec une détermination à l'échelle de l'entreprise. Et évidemment, on doit être guidé par ces repères qui vont nous donner des bénéfices. Donc, je répète, ce qui va influencer notre organisation et qui va produire des bénéfices, c'est lorsque l'intelligence genrée inspire l'engagement authentique du leader. L'intelligence genrée est pilotée par une coalition puissante et influente. Elle est approchée de manière systématique et non comme une initiative unique. Elle est abordée avec une détermination à l'échelle de l'entreprise et elle est guidée par des principes scientifiques qui reposent sur la littérature scientifique et ce qui en découle. Mais la première condition qu'on va voir aujourd'hui, celle qui va influencer toutes les autres, c'est l'engagement authentique du leader. Parce que les leaders savent souvent dire ce que les gens veulent entendre. On est pressé par le temps,
On veut être efficace le plus rapidement possible. On veut être efficient. Mais il y a une réalité qui demeure dans toute organisation. Les actions parlent toujours plus fort que les mots. Je dis toujours, les gens n'observent pas ce qu'on dit, ils observent ce qu'on fait. Ils vont écouter ce qu'ils ont dit, mais ils observent ce qu'on fait. On va prendre par exemple une entreprise technologique où un PDG affirmerait soutenir l'inclusion, l'égalité puis l'équité. Mais son comité exécutif serait composé uniquement de ressources masculines, d'hommes. Et c'est sûr que les employés vont percevoir ce qui a été dit comme étant incohérent, malheureusement. Les employés vont percevoir rapidement qu'il y a un écart entre ses paroles et ses actions. Et qu'est-ce que ça fait? Ça contribue à discréditer l'initiative. C'est pour ça que, après avoir parrainé un programme de développement pour les femmes leaders, puis modifier ses pratiques de recrutement, eh bien, on voit que Barbara Annis et Keith Maroon, qui ont écrit sur le livre Gender Intelligence, ont des conseils à nous donner. Je les trouve judicieux. Et c'est pour ça que l'authenticité du leader peut contribuer et va contribuer au développement de l'entreprise. Parce que quand le leader y croit vraiment et ne fait pas simplement parler d'intelligence genrée ou d'inclusion, inclure davantage la perspective féminine dans une organisation typiquement masculine, ou inclure davantage la perspective masculine dans une organisation typiquement féminine, comme dans les écoles, par exemple, bien, ça va faire une différence. Et c'est pour ça que sans authenticité, l'intelligence genrée reste un simple discours, puis le niveau d'intelligence relationnelle ne trouve pas son chemin, du moins pas avec autant de fluidité qu'on le souhaiterait. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'intelligence genrée a la capacité de devenir un levier stratégique capable de contribuer à la prospérité, la productivité et même la pérennité de l'entreprise. Et comme le souligne la littérature, pour que l'intelligence genrée contribue réellement à la prospérité, à la productivité et à la pérennité de l'entreprise, mais la valeur numéro 1, c'est l'authenticité. Sans authenticité, là, sans y croire vraiment, il faut être convaincu de ce que l'intelligence genrée peut être un apport pour le développement de notre entreprise. C'est pas juste de « Ah, ok, je l'ai lu, je vais le faire ». Non, non, c'est parce que j'y crois que ça peut contribuer au développement. Parce que sans authenticité, l'intelligence genrée reste un beau discours, un concept séduisant, une option parmi tant d'autres qui ne dépasse jamais le stade des bonnes intentions. Et en bout de ligne, ça finit souvent par s'évaporer. Mais avec l'authenticité du leader, l'intelligence genrée devient un impératif stratégique, un levier puissant qui déclenche une véritable transformation organisationnelle qui va propulser l'entreprise vers plus de performance, plus d'innovation et risque d'assurer sa pérennité. Pourquoi? Parce que votre entreprise est composée d'hommes et de femmes. Donc, si vous allez chercher la force masculine et la force féminine, mais vous allez chercher le meilleur de chacun. Et c'est pour ça que l'attitude du leader change tout. Son authenticité change tout. Parce que les actions du leader donnent le ton à la culture de l'entreprise. Dans une organisation, le comportement du leader, c'est son comportement, son attitude qui façonne la culture. Parce qu'en quelque sorte, le leader crée et nourrit la culture. C'est lui qui l'influence. Et si les dirigeants n'incarnent pas réellement les principes de l'intelligence genrée, c'est clair que les employés vont percevoir rapidement que l'initiative, c'est tout simplement un mouvement cosmétique, politique ou simplement lié à l'image de l'entreprise, mais ce n'est pas ce qui la constitue. Et
Lorsqu'un leader agit avec cohérence et transparence, il envoie un signal puissant. Ce changement-là, il est réel, prioritaire et durable. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être authentique. C'est pas seulement un mot à la mode, dire ah ben maintenant on prône l'authenticité. Non, l'authenticité, ça veut dire que j'y crois vraiment, puis à cause de ça, j'agis en fonction de ça. Mes gestes confirment que j'y crois authentiquement. L'authenticité, ça contribue à réduire le scepticisme, puis ça libère l'engagement des équipes. Ça leur donne de pouvoir s'engager librement. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que l'intelligence genrée exige de l'introspection puis de la lucidité. Ça, c'est l'énergie que ça demande. Mais c'est une énergie qui est bénéfique. Parce qu'intégrer l'intelligence genrée, ça ne signifie pas simplement de modifier des politiques. Ça exige aussi une transformation personnelle du leader. Parce qu'un leader qui fait preuve d'introspection, qui développe une lucidité réflexive, qui démontre une grande agilité d'apprentissage, devient inspirant. Et ça l'incite les membres de l'équipe à aller dans le même sens. Quand on est inspiré par une vision, par une attitude, par un comportement, ça nous donne l'élan d'aller dans ce sens-là. Mais le défi, lorsqu'on intègre l'intelligence genrée, et moi j'en parle, je lis sur le phénomène, j'étudie le principe, je médite sur ces principes-là, voir comment ça s'intègre dans ma propre vie. Mais ça demande une introspection, puis ça demande de faire face à mes angles morts, à mes biais inconscients, à certaines habitudes de leadership que je dois remettre en question. Même ça influe mon écoute, mes conseils. J'étais avec un ami récemment, je l'écoutais. Et pourtant, c'est un homme comme moi. J'avais tendance à vouloir lui donner des conseils, lui donner des solutions. C'est instinctif chez moi, c'est naturel. Et je dois me remettre en position d'écoute. Non, pose des questions, cherche à comprendre. Amène la discussion d'une manière plus profonde. Arrête-toi sur un détail pour être sûr que tu as bien compris ce qu'il veut dire et non pas prendre pour acquis que comment que tu le vois, c'est comment il pense. Écoutez, oui, ça peut être ardu au début, mais à un moment donné, ça devient un réflexe. Je m'en suis rendu compte. Puis, ça m'a ramené sur la traque. Et ça a changé la dynamique de la discussion. Ça l'a enlevé un petit peu. Il n'y avait pas de grande tension, mais c'était encore plus fluide par la suite. Alors, l'intelligence genrée ne commence pas par des politiques ou des programmes. Elle commence par une transformation intérieure du leader. Tant que cette posture-là intérieure n'est pas présente, l'intelligence genrée demeure théorique, puis je pourrais même dire abstraite. Mais lorsqu'un leader accepte de se regarder honnêtement, de reconnaître ses angles morts, puis d'ajuster sa manière d'être, quelque chose bascule. Il va devenir lui-même le premier modèle du changement culturel qu'il souhaite voir émerger. Oui, il va devenir le premier modèle du changement culturel qui veut voir se dessiner, qui veut voir émerger. Et quand je dis le leader, ça peut être un homme ou une femme. Un homme doit s'adapter aux réalités féminines, puis une femme doit s'adapter à des réalités masculines. Il faut dire qu'à cause que les femmes sont entrées dans le monde du travail, dans des réalités masculines, ils ont appris plus rapidement à s'adapter à la réalité masculine. Alors que c'est beaucoup plus un défi à l'heure actuelle pour un homme de s'adapter à une réalité féminine. À moins de travailler dans une école ou, par exemple, dans un département, dans un hôpital, où est-ce que la majorité ou la presque totalité sont des femmes, comme dans le milieu infirmier, etc. Donc, prenons l'exemple d'une dirigeante convaincue qui est convaincue d'offrir un environnement équitable à son équipe, puis qui a un audit interne qui lui révèle pourtant une réalité inattendue. On se rend compte que les femmes prennent systématiquement moins la parole en réunion. Alors,
Imaginez cette leader qui est intriguée, puis elle va écouter ou réécouter les enregistrements des réunions, puis va découvrir qu'elle coupe inconsciemment certaines intervenantes. Elle va laisser plus de place aux hommes, puis elle va avoir tendance à couper un peu plus les femmes. Puis cette prise de conscience-là, lorsqu'elle fait le constat, va l'amener à revoir sa façon d'animer les rencontres pour rééquilibrer les prises de parole. Mais c'est certain qu'une leader qui fait ça va voir la dynamique de son équipe se transformer en profondeur et ça va amener plus d'aisance, plus de sourire et une plus grande contribution des membres de son équipe. C'est vrai, au début, parfois les réunions vont s'allonger et ça demande une adaptation. Mais en même temps, ça nous pousse toujours à aller plus loin. Et c'est pour ça que l'intelligence genrée, ce n'est pas juste un projet de relations humaines ou un projet de RH. C'est une initiative de leadership. Parce qu'un leader authentique génère une responsabilité stratégique. Comment? Bien, en portant une vision claire, en baptisant une organisation ou en contribuant à ce qu'une organisation soit plus solide, tienne davantage compte de la diversité qu'on retrouve, la diversité culturelle ou de la diversité dans la culture de l'entreprise. Parce que même s'il y a une culture passablement homogène, eh bien, à l'intérieur de cette culture-là, on a réussi à rassembler différentes forces. Et ça va amener ce leader authentique qui est responsable, qui est porteur d'une vision claire, à présenter un plan et une vision de croissance qui est fondée sur des principes de l'intelligence genrée. Et lorsqu'on présente un plan de croissance fondé sur l'intelligence genrée, mais c'est sûr qu'on rassemble les forces masculines et féminines ensemble. Et ce que la littérature nous dit, c'est que pour que ça fonctionne, pour que cette transformation fonctionne, bien, elle doit figurer dans le top 3 des priorités de l'organisation. De faire de l'intelligence genrée la clé du top 3 pour faire prospérer l'entreprise de l'intérieur, pour que les produits et les services offerts puissent générer des revenus, enrichir l'entreprise pour que les employés soient bien traités sur tous les plans, parce que ça prend des revenus pour faire ça. Ça prend de la productivité, de la rentabilité et d'assurer la pérennité de l'entreprise, parce que si l'entreprise va fermer dans 6 mois, ben, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Hein. Donc, cette transformation va fonctionner si l'intelligence genrée figure dans le top 3 des priorités de l'organisation. Ça ne peut pas marcher autrement. Ça va juste être un effet qui va passer. Et que c'est important aussi que le leader puisse en assumer personnellement la responsabilité avec conviction et détermination. C'est ça qui va faire en sorte, et je dirais avec persévérance, constance. Parce que cet engagement personnel du leader va s'aligner parfaitement avec les principes de la chaîne de leadership. Hein, parce que le leader a des partenaires dans l'organisation qui jouent un rôle de leadership, et s'ils sont inspirés par le leader et qui adhèrent à cette vision, bien, ça va se répandre dans l'entreprise. Mais pour ça, le leader doit porter une vision claire puis un plan de croissance qui est fondé sur l'intelligence genrée. Maintenant, oui, il va y avoir des obstacles puis de la résistance, c'est évident. C'est pour ça que le leader doit être authentiquement convaincu. Par exemple, dans une grande entreprise de service, un PDG peut décider de lier des objectifs d'inclusion à l'intelligence genrée et de dire, OK, on va donner des bonus aux cadres qui vont produire des gestes observables, concrets, qui ont des résultats sur la productivité, sur la rentabilité, sur la pérennité de l'entreprise. Donc, on peut se monter un plan comme ça. Ça montre que, OK, on s'en va tous dans le même sens, puis il y a des bénéfices pour nous. Et parce que ce qu'on veut, c'est que l'intelligence genrée
soit pas seulement un projet périphérique, mais un levier de performance. Parce qu'en quelques mois, lorsqu'il y a une cohérence puis une authenticité de la part du leader, les comportements risquent de changer. Le roulement de personnel risque de diminuer. Puis l'engagement des équipes augmenter. Et ça va démontrer un impact mesurable sur la performance globale. Parce que l'authenticité, là, ça contribue. Pourquoi on veut de l'authenticité? Pour mobiliser toute l'équipe dirigeante. Pour que l'élan se poursuive. Parce qu'un leader sincèrement engagé comprend rapidement une chose. Un changement culturel durable ne peut pas reposer sur une seule personne. Pour transformer réellement une organisation, toute l'équipe dirigeante a intérêt à s'engager. Mais c'est pour ça que ça part du leader. Puis après ça, les leaders qui font partie de son équipe sont eux aussi appelés à agir avec authenticité. C'est là qu'on voit si l'authenticité du leader devient contagieux. Et lorsque c'est le cas, eh bien, ça donne naissance à une coalition de leaders capables de porter la transformation. Par exemple, une entreprise manufacturière où le PDG adopte les principes organisationnels de l'intelligence genrée, mais que dans son cercle de leadership, il y a certains directeurs régionaux qui demeurent sceptiques. Ça peut arriver, ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir des réunions, des formations, des discussions autour de ce phénomène-là, voir comment ça s'intègre, qu'est-ce qui va pas nécessairement bien. Peut-être même avoir un coach en entreprise pendant 3 mois pour justement faire des ajustements. Et la clé serait alors de mobiliser 12 personnes influentes, par exemple, qui vont alimenter la réflexion, qui vont suivre des formations. Vous allez chercher les gens, les ressources qui adhèrent le plus naturellement possible. Vous leur en donnez plus à eux pour qu'ils puissent injecter cette vision, cette philosophie à l'ensemble de l'organisation. Et ça va pousser ceux qui sont un peu plus réfractaires à soit adhérer ou à se poser des questions. Et ce que ça peut faire, et c'est important que le leader principal puisse participer aux ateliers avec leur équipe, co-animer certains ateliers pour voir comment ça se passe, pour montrer que ça l'intéresse. Et ça devient important. Puis en moins d'1 an, bien, normalement, lorsqu'il y a des bonnes décisions qui sont prises, qui produisent de bonnes actions, bien, ça devrait poser de bons résultats. Et c'est quand il y a de bons résultats que ça devient un mouvement organisationnel. Et c'est pour ça que l'authenticité du leader face à son intention, eh bien, son intention d'intégrer les principes de l'intelligence genrée, eh bien, ça lui donne le potentiel de changer la culture de l'entreprise. Un exemple qui est raconté par Barbara Annis et Keith Maroon dans Gender Intelligence va illustrer parfaitement ce principe-là. On cite dans le livre une entreprise où une dirigeante tentait de mobiliser les cadres autour d'un projet d'intelligence genrée, mais elle avait de la difficulté à obtenir leur engagement, ce qui n'est pas surprenant parce que quand on veut intégrer quelque chose de nouveau qui n'est pas nécessairement naturel, il y a de la résistance au changement. Puis après avoir analysé le tout, Barbara Annis va exprimer au PDG de cette boîte qu'il fallait donner à la dirigeante en question de l'autonomie puis de lui fournir une protection stratégique. Sinon, les initiatives de cette dame-là allaient produire que dalle. Alors, suite à cette rencontre-là, le PDG, le PDG a immédiatement compris l'enjeu. Et ce qu'on rapporte, c'est qu'il a frappé le poing sur la table puis il a répondu, c'est en plein ça. Il a compris. Alors, la semaine suivante, il a réuni toute son équipe exécutive puis a annoncé que l'entreprise deviendrait une organisation qui intègre les principes de l'intelligence genrée. Alors, c'est venu du patron, du grand boss. Puis, cette transformation serait une initiative stratégique liée aux résultats financiers. Lui, ce qu'il disait, on ne va pas juste changer ça parce que c'est une nouvelle mode. On veut que ça ait des effets sur les résultats financiers. Et donc,
chaque cadre supérieur devait aller travailler avec cette dame qui voulait intégrer ou qui était mandatée pour intégrer ces principes-là. Et le PDG se dit, moi, je me rends garant d'être responsable des progrès. Je veux y veiller personnellement. Et c'est ça, être authentiquement engagé. Et c'est là que ce PDG-là a pris conscience que le changement culturel puis durable exige une coalition entière. Pour que ça fonctionne, tous les leaders ont intérêt à s'engager avec la même authenticité, la même volonté, la même détermination. Et c'est comme ça que naît un véritable mouvement. C'est à partir de ce moment-là que tout a changé dans l'organisation. Ce qu'on rapporte, c'est que la confiance a augmenté, le scepticisme a diminué, les dirigeants sont devenus des modèles crédibles, l'apprentissage collectif s'est accéléré, puis la transformation culturelle est devenue durable. Et là, on a fait un constat, l'intelligence genrée n'était plus un concept abstrait. Elle est devenue une force réelle d'innovation, de collaboration, de performance, de croissance. Et la question que chaque leader a intérêt à se poser, c'est pas est-ce qu'on a un programme d'intelligence genrée? La vraie question, chers auditeurs, c'est plutôt est-ce qu'on est prêt comme leader à incarner personnellement ce changement? Parce qu'au final, ce n'est pas les politiques qui transforment une culture. En vérité, c'est l'authenticité du leader qui donne le ton, qui rouvre la voie à un changement durable. Eh bien, dans la prochaine capsule radiophonique, on va explorer la deuxième condition essentielle identifiée par Barbara Annis et Keith Maroon. Et quelle est-elle? Rallier une coalition active et influente capable de porter la transformation dans toute l'organisation. En rallier une coalition active. Donc, ça demande du leadership. Une coalition active et influente qui va être capable de former ou de porter la transformation dans toute l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va équiper l'équipe. Et ça, on en parle la semaine prochaine. Si vous avez envie, si vous avez le goût de poursuivre la discussion, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Au revoir.